Le 10 mai 2025, un cessez-le-feu a été annoncé entre l'Inde et le Pakistan après une série d'échanges militaires intenses. Cette trêve, facilitée par une médiatisation américaine, visait à apaiser les tensions suite à l'attaque de Pahalgam du 22 avril qui avait coûté la vie à 28 civils, principalement des touristes hindous. Cependant, dès la nuit suivante, des affrontements ont été signalés le long de la ligne de contrôle, avec des tirs d'artillerie et des incursions de drones remettant en question la durabilité de cette trêve. En réponse à l'attaque de Pahalgam, l'Inde a lancé l'opération Sindoor, ciblant des camps militaires au Pakistan, notamment ceux liés au Lashkar-e-Taiba et au Jaish-e-Mohammed. L'Inde a affirmé avoir éliminé plus de 100 militants lors de ces frappes. Le Pakistan a riposté avec l'opération Banyan el-Marsour, frappant plusieurs villes indiennes dont New Delhi. Cet échange a marqué la première utilisation à grande échelle de drones armés entre deux puissances nucléaires, qualifiant ce conflit de première guerre de drones de l'histoire. La communauté internationale a exprimé son inquiétude face à cette escalade. Le G7 a fermement condamné l'attentat de Pahalgam et a frappé à la retenue de la part de deux nations. Le président américain Donald Trump a proposé une médiation, une offre accueillie favorablement par le Pakistan, mais rejetée par l'Inde, qui insiste sur le traitement bilatéral de la question du Cachemire. Les affrontements ont entraîné des déplacements massifs de populations le long de la frontière. Des milliers de civils ont fui des zones de conflit craignant pour leur sécurité. Des témoignages font état de pertes humaines et de destruction d'infrastructures civiles, exacerbant la crise humanitaire dans la région. Malgré le cessez-le-feu, la situation reste tendue. Les deux nations continuent de s'accuser mutuellement de violations de trêve. Des discussions sont prévues entre les hauts responsables militaires pour tenter de stabiliser la situation. Cependant, sans résolution des différends fondamentaux, notamment la question du Cachemire, le risque d'une reprise des hostilités demeure élevé. L'Inde et le Pakistan ne sont pas des États banals. Ce sont deux puissances militaires majeures, nucléaires, ethniquement diverses, religieusement polarisées et historiquement irréconciliées sur un point fondamental, le Cachemire. Depuis la partition de 1947, le Cachemire est la blessure ouverte du sous-continent, dont 3 guerres, des escarmouches incessantes et une présence militaire hypertrophiée ont transformé cette région en une forteresse assiégée. Mais aujourd'hui, avec la prolifération technologique et les réseaux asymétriques, le conflit dépasse les simples frontières. Cela n'est plus une ligne de contrôle, c'est une ligne de fracture mondiale. L'équilibre stratégique entre l'Inde et le Pakistan repose sur une dissuasion nucléaire mutuelle, mais cette dissuasion est asymétrique. L'Inde adopte une posture de No First House, tandis que le Pakistan, dans sa doctrine, laisse planer l'ambiguïté. Cela crée une tension constante. Une frappe conventionnelle indienne trop précise, trop réussie, pourrait provoquer une escalade nucléaire pakistanaise. Surtout si l'existence de l'État est perçue comme menacée, ce n'est plus une guerre d'intention, mais une guerre de perception. La doctrine indienne du Gold Start, lancer des attaques rapides et ciblées sans franchir le seuil nucléaire, inquiète Islamabad. En retour, le Pakistan développe des armes nucléaires tactiques, plus mobiles, plus discrètes, mais infiniment plus dangereuses. Dans l'ombre de ce duel indo-pakistanais, d'autres puissances tirent des ficelles, notamment la Chine, qui soutient stratégiquement le Pakistan à la fois pour encercler l'Inde et sécuriser son corridor économique, Chine-Pakistan. Mais elle redoute aussi l'instabilité aux frontières du Xinjiang. Les États-Unis, traditionnellement alliés du Pakistan, ont glissé lentement vers New Delhi en quête d'une contrepoids à Pékin dans l'Indo-Pacifique. La Russie, quant à elle, alliée historique de l'Inde, navigue aujourd'hui dans une neutralité froide, cherchant à maintenir des ventes d'armes des deux côtés sans s'aligner à aucun partenaire. Ce triangle stratégique est une complicité accrue. Un conflit local pourrait, par effet domino, provoquer des réalignements globaux, voire des guerres par procuration. La guerre ne se joue pas seulement sur le terrain, mais sur les écrans, dans les fils Twitter, sur les chaînes Telegram et dans les vidéos TikTok. Les récits sont militarisés, chaque attaque ou riposte vidéo de drone est instrumentalisée pour nourrir la haine, justifier l'escalade ou fabriquer le consensus. La censure s'intensifie en Inde comme au Pakistan. Les journalistes indépendants sont bâillonnés, les plateformes surveillées et les intelligences artificielles mobilisées pour détecter les dissidents. Ce n'est plus la vérité qui triomphe, mais la version la plus virale, la plus utile, la plus nationaliste. Les dialogues de paix se succèdent et se ressemblent. Communiqués stériles, poignées de main médiatisées, mais aucun résultat tangible. L'ONU est dépassée. L'Organisation de la coopération islamique défend le Cachemire pakistanais, tandis que l'Inde rejette toute ingérence. Le Conseil de sécurité est paralysé par les vétos croisés. L'Inde se retranche dans sa puissance économique. Le Pakistan se réfugie dans le récit de la victimisation. La diplomatie est morte, ou du moins en hibernation. Ce conflit enraciné, contaminé, surmédiatisé ne se résoudra pas par des négociations classiques. Il faudra soit un effondrement interne, soit un choc externe pour briser ce cycle. Radicalisation et fracture interne, quand l'ennemi extérieur masque l'effondrement intérieur.
l'Inde contemporaine n'est plus seulement la plus grande démocratie du monde. Elle est devenue une démocratie en tension, marquée par une montée de l'hindoufta, l'idéologie de l'hindouité politique, le Bharatiya Janata Party et le Premier ministre Narendra Modi ont construit une hégémonie politique fondée sur l'identité religieuse, le rejet des minorités et la glorification d'une Inde mythifiée. Dans ce climat, nous avons plusieurs exemples, dont un, les musulmans indiens sont régulièrement désignés comme ennemis de l'intérieur. 2. Les journalistes critiques sont persécutés ou réduits au silence. 3. Les universités sont contrôlées, les opposants surveillés. Et 4. Les réseaux sociaux regorgent de discours anti-pakistanais et anti-musulmans, souvent encouragés par des comptes officiels ou leurs relais. Résultat, la haine contre le Pakistan devient un outil de consolidation du pouvoir. Chaque accident frontalier est transformé en symbole de fierté nationale et les victoires sportives sur le Pakistan deviennent une célébration identitaire. Ce n'est plus seulement un conflit, c'est un rituel. Le Pakistan traverse une crise systémique, économique, politique et institutionnelle, dont la première, la classe politique, est discréditée, souvent corrompue, incapable de gouverner sans le feu vert de l'armée. La deuxième, l'armée, justement, est l'unique colonne vertébrale de l'État, mais elle agit souvent à ses propres intérêts. Elle utilise l'hostilité envers l'Inde pour justifier son emprise budgétaire et sa mainmise sur la politique. Le clergé, quant à lui, est radicalisé. Quant à lui, infiltre les écoles, influence la loi et attise une haine religieuse utilisée pour détourner l'intention des pénuries, de l'inflation et du chômage. Dans ce chaos, le Cachemire est utilisé comme diversion permanente. La souffrance des Cachemiristes est récupérée comme arme idéologique. La cause du Cachemire permet de réactiver le patriotisme même lorsque les villes manquent d'électricité et les banques de devises. Dans les deux pays, l'idée d'un ennemi extérieur sert à masquer les fractures internes. Comme en Inde, les pogroms, les lynchages, la pauvreté rurale ou les crises de l'emploi sont effacés du débat public, remplacés par des récits de bravoure militaire ou des accusations de trahison interne. Ou au Pakistan, les querelles politiques internes et les rivalités entre partis où la mainmise des services secrets sont tenues au nom de l'unité contre l'Inde. C'est une stratégie de survie pour les élites. Désigner un responsable extérieur évite toute introspection nationale. L'ennemi est-il vital, presque sacré. Des deux côtés, les jeunes générations sont nourries à la haine de l'autre, non pas seulement par l'école, mais par les algorithmes. Les chaînes YouTube nationalistes exposent en popularité. Les influenceurs se filment en train d'appeler à la vengeance, glorifiant les frappes militaires ou propageant de fausses vidéos pour nourrir l'indignation. Et plusieurs résultats ont montré que tout ça était toxique, dont en Inde, une jeunesse radicalisée par le discours anti-musulman internalise l'idée que le Pakistan est une nation barbare. Et au Pakistan, une jeunesse frustrée par le chômage et l'humiliation chronique se réfugie dans la revanche religieuse et l'apologie des groupes militants. C'est une guerre culturelle invisible mais ravageuse et chaque clic sur ces récits d'hostilité renforce les murs, les stéréotypes et les futurs conflits. L'Inde et le Pakistan sont de puissances nucléaires comme on l'a dit, mais profondément asymétriques dans leur capacité conventionnelle. L'Inde possède une arme technologiquement plus avancée et mieux financée, tandis que le Pakistan compose par une stratégie de dissuasion agressive fondée sur la doctrine du First House nucléaire tactique. La doctrine indienne No First House. Officiellement, New Delhi s'engage à ne pas employer l'arme nucléaire en premier. Cependant, depuis 2019, des signaux émanant du gouvernement Modi laissent entrevoir une éventuelle révision doctrinale. Une ambiguïté volontaire qui sert à la stratégie de dissuasion. La doctrine pakistanaise, elle, est Full Spectrum Deterrence. Islamabad maintient une posture plus souple, incluant l'usage de l'arme nucléaire tactique en cas de menace conventionnelle majeure sur son territoire. L'impact concret de cette configuration est que chaque escarmouche militaire, même limitée, exemple, frappe aérienne, escarmouche au Cachemire, est encadrée par une peur d'escalade incontrôlée. Cela pousse à une guerre de position psychologique plus qu'une guerre de terrain prolongée. L'Inde, par exemple, a un PIB près de 10 fois supérieur à celui du Pakistan. Elle dispose d'un marché intérieur gigantesque, attire des investissements massifs et peut se permettre une politique de sanctions économiques ciblées sans dommages stratégiques. Le Pakistan, quant à lui, dépend du FMI, de la Chine et des pays du Golfe pour sa stabilité financière.
est plus exposée aux perturbations commerciales et monétaires. Chaque pic de tension diplomatique entraîne une fuite des capitaux ou des restrictions budgétaires. Exemple, après les tensions de 2019, l'Inde a révoqué le statut commercial préférentiel du Pakistan et restreint l'accès à ses marchés agricoles, ce qui a fragilisé un secteur pakistanais déjà déficient. Depuis la fin des années 2010, la guerre numérique est devenue un outil stratégique majeur entre les deux pays, dont les cyberattaques et la désinformation. Plusieurs attaques attribuées à des groupes pakistanais ont ciblé des infrastructures numériques indiennes, réseaux ferroviaires, administration. Inversement, l'Inde mène des opérations de contre-désinformation et de sabotage numérique, souvent via des proxys civils. L'utilisation des réseaux sociaux de faux comptes indiens et pakistanais inondent Twitter, X-Twitter, Facebook ou YouTube avec des contenus de propagandistes ou de guerre psychologique. L'objectif, influencer l'opinion publique, semer la panique ou décrédibiliser les autorités adverses, ainsi que la capacité de surveillance interne. En Inde comme au Pakistan, la militarisation de cyberespace s'accompagne d'un contrôle accru des flux d'informations internes, notamment dans les zones sensibles comme le Cachemire. Nous nous retrouverons pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner et merci d'avoir visionné la vidéo de sa entièreté. Bonne journée ou bonne soirée.